Je vous rappelle que lors de sa réunion du 17 novembre 2022, la délégation sénatoriale aux Outre-mer a décidé d'inscrire dans son programme de travail 2023 une étude sur la continuité territoriale que Catherine Conconne de la Martinique et Guillaume Chevrollier de la Mayenne ont été désignés rapporteurs. Nous engageons donc ce matin une série d'auditions consacrées à ce sujet. À l'initiative de nos rapporteurs, nous inaugurons nos travaux avec l'examen du dispositif de continuité territoriale avec la Corse, dont l'objet est précisément de réduire les contraintes de l'insularité. Mise en œuvre en 1976 pour les liaisons maritimes, puis étendue en 1979 aux liaisons aériennes, ce dispositif fait figure de modèle compte tenu de son ancienneté et de ses modalités. Géré d'abord par l'État puis par la collectivité territoriale de Corse, devenue en 2018 collectivité de Corse, nous avons sans doute beaucoup à apprendre sur son fonctionnement, à la fois sur ses réussites et peut-être aussi sur ses difficultés. Cet échange est donc particulièrement opportun pour nous, car une de nos préoccupations est d'améliorer le système actuel pour les Outre-mer et de tirer les enseignements de ce précédent Corse. Pour approfondir nos connaissances sur la gestion du dispositif, nous entendrons successivement pour la collectivité de Corse Madame Flora Mattei, conseillère exécutive, soyez la bienvenue. Pour l'Office des transports de Corse, l'OTC, Monsieur Patrick Antonetti, responsable des départements aériens et maritimes, soyez le bienvenu également. Puis nous accueillerons les éclairages des opérateurs. Pour Air France, Monsieur Aurélien Gomez, en charge des relations institutionnelles, et Madame Meriem Touizy, directrice des affaires territoriales. Pour Air Corsica, Monsieur Luc Berini, président du directoire. Et pour Corsica Linea, Monsieur Pierre-Antoine Villanova, directeur général. Et enfin, pour la Méridionale, qui devrait nous rejoindre, si j'ai bien compris, Monsieur Marc Reverchon, son président. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions bien évidemment vivement de votre disponibilité. Vous allez avoir la parole à tour de rôle et dans l'ordre que je viens d'énoncer, s'il vous plaît, pour une dizaine de minutes chacun, afin de présenter vos observations préliminaires. Vous vous appuierez bien évidemment sur la trame du questionnaire qui vous a été adressé par la délégation pour vous aider dans cette audition. Et ensuite, je donnerai la parole à nos deux rapporteurs qui interviendront pour vous demander des précisions. Et enfin, à mes collègues sénateurs qui sont parmi nous, également pour vous interpeller, le cas échéant, sur les questions qui seraient pendantes. Je vous laisse donc la parole dans l'ordre que je viens d'énoncer. Je laisse maintenant la parole à Madame Flora Mattei. Bien. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parfaitement. Parfait. Alors, je vais pouvoir commencer. J'ai l'honneur vraiment d'introduire cette table ronde. Alors, c'est une très, très grande question que la continuité de services publics et de la continuité territoriale, surtout quand nous sommes d'un territoire insulaire. Chers messieurs, dames, chers sénateurs, chers rapporteurs, je vous remercie de vous être posé ces questions qui sont des questions fondamentales justement pour la réduction des dépendances par rapport donc, du coup, aux importations de fait du simple fait de l'insularité, mais aussi de la réduction des contraintes de l'insularité. Je parle du développement économique. Vous savez qu'une île ne fonctionne pas de la même façon que n'importe quelle région continentale. Et donc, du coup, il y a aussi à prendre en compte dans l'organisation de la desserte aérienne et la desserte maritime de ces territoires, qu'ils soient métropolitains ou ultra-périphériques, en tout cas, des enjeux majeurs de développement pour l'île et pour donc les développements économiques, environnementaux, sociétaux majeurs. Dans le contexte que nous connaissons, qui est un contexte particulièrement complexe, avec des crises successives, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, depuis très très peu de temps justement crise aussi géopolitique à l'international avec une guerre en Ukraine à quelques encablures de nos territoires. Donc un contexte global très important, dans un contexte aussi concurrentiel, il faut le dire, au niveau européen particulièrement strict, avec une harmonisation de fait du droit interne, du droit communautaire, qui nous permettent donc de pouvoir baser le plus possible et consolider les différentes dessertes de services publics pour la continuité territoriale, aussi bien des passagers que des marchandises, car vous savez aussi que les territoires insulaires, pour la plupart, et je parle pour ma paroisse, mais c'est vrai que pour toutes les îles, nous dépendons beaucoup d'importation du fret des continents, quels qu'ils soient. Donc, des objectifs majeurs. Alors,
Je voudrais juste revenir un petit peu sur les objectifs et les principes du Conseil exécutif de Corse dans le cadre de cette continuité territoriale et donc la collectivité de Corse pour permettre et organiser. Nous sommes donc une autorité délégante et donc autorité qui nous permet d'organiser, de statuer sur la desserte maritime et aérienne de la Corse, entre la Corse et le continent, et à ce titre de la dotation de continuité territoriale qui nous permet d'abonder certaines compensations. Il y a les compensations d'exploitation, d'investissement, de carburant, qui nous permet donc de venir donner donc du corps et de la structure à donc ces délégations de services publics. Donc, avec toujours en tête les exigences droit interne, droit communautaire, comme je le disais, pourquoi mettre en place ces liens, ces liaisons, pour définir aussi un périmètre de service public qui correspond aux besoins et aux intérêts des Corses, de la Corse, de ce territoire insulaire métropolitain, avec donc une dotation d'un service de qualité, un coût le plus maîtrisé possible, un système économiquement et socialement le plus vertueux, avec aussi l'intégration, et on est dans un contexte en ce moment avec une crise climatique qui est très très importante, donc la maîtrise aussi des intégrations des enjeux de la transition écologique, elle est fondamentale, et le développement durable pour la Corse, le tout donc dans un cadre, comme je le disais, le plus sécurisé au plan juridique. Revenons donc sur les éléments qui nous permettent aussi de pouvoir assurer, de pouvoir être l'autorité délégante, c'est-à-dire celle qui organise la desserte maritime et aérienne entre la Corse et le continent. Nous avons de l'État, nous percevons une dotation de continuité territoriale. Alors juste pour prendre un exemple très simple, si nous nous basons sur l'année 2023, nous avons une répartition à peu près de 107 millions d'euros pour les 5 routes maritimes pour la desserte maritime et à peu près 90 millions d'euros pour les 4 routes, enfin pour les 4 aéroports, donc avec les 12 routes, c'est-à-dire le bord à bord Nice, Marseille et Paris, qui nous permet donc de faire en sorte que les passagers puissent en tout cas rejoindre la Corse ou partir de Corse pour se faire soigner, pour aller travailler, pour aller faire des études sur le continent, par ces 12 routes. Et donc, pour le service aérien, donc, nous sommes sur une compensation d'environ 90 millions d'euros en 2023. Il faut savoir aussi que nous avons des spécificités géographiques très importantes. Et c'est pour ça que nous avons donc des infrastructures aéroportuaires et portuaires qui sont nombreuses. La Corse répond à un statut d'île montagne, donc il est plus facile de desservir la Corse par la mer en termes de fret et de marchandises, d'acheminement, que par l'interpénétration depuis un port principal vers les différentes villes pour la distribution dans chacune des micro-régions de notre île. De la même façon, les infrastructures aéroportuaires sont au nombre de 4, donc 2 aéroports principaux, 2 complémentaires, qui nous permettent aussi d'absorber un certain flux. Nous avons, il y a très très peu justement, subi aussi un contrôle de la part de la Cour des comptes, avec une enquête de la Chambre régionale des comptes, qui nous permet aussi d'être plus, comment dirais-je, dans une visée de sécurisation des infrastructures aéroportuaires, car justement, nous avons les 4 infrastructures aéroportuaires qui sont, enfin en tout cas, qui ont été démontrées post-Covid avec la relance, avec les éléments qui nous permettent aujourd'hui de dire que malgré le chamboulement du secteur des transports, malgré le chamboulement du secteur de la logistique post-Covid avec la relance qui a été particulièrement difficile, il était donc impensable pour nous qu'il n'y ait plus ou qu'il y ait vraiment une remise en cause de ces infrastructures. Et le rapport donc, de la Cour des comptes nous conforte en ce sens, car nous avons donc la possibilité maintenant de dire que les aéroports et les infrastructures et les plateformes aéroportuaires de la Corse ont très bien réagi et ont pu justement rebondir face à la crise. Voilà, donc un besoin très important, surtout pour une maîtrise. Alors là, je partirais aussi bien pour le maritime que pour l'aérien,
sur la maîtrise des paramètres à partir du moment où en fait on a un établissement du besoin de service public. Le besoin de service public, nous l'avons, alors pour le maritime par exemple, lors de la DSP 2023-2029 que nous avons mise en place l'année dernière et qui a été mise en service à partir du 1er janvier 2023, nous avons donc dû diligenter des tests de marché particulièrement rigoureux, spécifiques, qui sont conformes en tout cas au droit européen, qui sont très très inspirés d'ailleurs des questionnaires d'autres dessertes de Méditerranée occidentale que nous avons eus et donc qui nous ont permis aussi de renforcer les différents questionnaires et les différents tests de marché que nous avons diligentés pour le maritime. Sur ce point-là, ce qui est très très important aussi de noter, c'est que les consultations, aussi bien des usagers que des compagnies, ont été faites dans les règles de l'art, ce qui nous permet en fait d'avoir aussi une identification plus précise du besoin de service public au départ de la Corse et à destination, donc pour le maritime de Marseille et pour demain pour l'aérien, pour un périmètre géographique qui est encore à définir. Donc ça, c'était des travaux qui nous ont permis aussi, il faut le dire, de conforter, de renforcer les bases économiques, factuelles, par rapport aux différentes DSP, et c'est là que vous parliez aussi des difficultés que l'on avait pu rencontrer par ailleurs, avec les prises en compte des problématiques de saturation, notamment pour le fret, et ça, nous n'avions pas vraiment objectivé par le passé, chose qui est faite aujourd'hui, ainsi que donc la desserte de marchandises au point de vue de la régularité, de la fréquence et de la sécurité. Donc, l'intérêt aussi d'une maîtrise de cet enjeu stratégique, donc des transports pour une île, nous a permis aussi de stabiliser un certain nombre de paramètres dans le domaine des transports, de la logistique, mais donc à destination des résidents corses. Pour ne citer que quelques exemples, je ne prendrai par exemple que la tarification du fret qui est maîtrisée aujourd'hui, et ce, malgré justement le côté très très fluctuant et très inflationniste des carburants que nous avons et que nous subissons et que chaque citoyen peut avoir vraiment et voir conceptualiser dans sa vie au quotidien. Donc sans indexation sur le cours du carburant et avec une mise en œuvre d'ailleurs d'un contrat de couverture carburant qui permet donc de fixer la tarification, donc compensation carburant, tout en améliorant d'ailleurs la qualité du service. Donc le tarif pour le fret dans le cadre de ces conventions de délégation de service public avait été défini conformément donc à une méthode équivalent routier. Donc ce qui veut dire qu'on est exactement comme si nous avions une traduction opérationnelle, par exemple pour le maritime entre Marseille et les différents ports de Corse, comme si nous avions en gros des autoroutes et que nous avions donc un équivalent routier entre le quai de Marseille, donc le quai continental, et les quais de Corse. Donc c'est vraiment cette traduction opérationnelle qu'il nous fallait pour le fret, avec un objectif de continuité territoriale entre la Corse et le continent, ce qui nous permet d'être dans notre bon droit et d'avoir aussi surtout une exigence politique sans fragiliser les contrats de délégation de service public pour une éventuelle distorsion de concurrence si nous gardions par exemple des tarifs qui seraient inférieurs à ce tarif routier. Donc ça, c'est le premier paramètre que je voulais citer pour vraiment montrer la maîtrise de la stabilité grâce à ces délégations de services publics et grâce à ces contrats. Il y a aussi, donc, comme je le disais, la couverture carburant à 24 mois, c'est-à-dire qu'on arrive à demander à nos compagnies délégataires de services publics de négocier au meilleur prix des couvertures carburant pour nous permettre tout simplement d'éviter les phénomènes de sous-charge et de surcharge d'une ne serait-ce qu'à l'inflation et donc à la flambée des prix des carburants. Donc ça, c'est très très important, car par le passé, nous n'avions pas forcément statué sur ce point précis. C'est quelque chose qui est maintenant intégré dans les contrats et qui fonctionne très bien. Ensuite, et toujours à destination des résidents, nous avons mis en place les tarifs export qui permettent en gros d'inciter les entreprises, les exploitations agricoles corses pour justement envoyer à l'export avec donc des tarifications préférentielles
qui permettent vraiment de pouvoir avoir une vision qui nous permette donc du coup de manière incitative à produire plus sur place, à avoir plus de proximité et à pouvoir donc justement faire ces échanges entre la Corse et le continent sur les exports également et non pas sur le tout import comme nous avions jusqu'à présent. Enfin, et non des moindres, la tarification relative justement aux passagers résidents corse. La tarification qui est très importante, vous le savez, car justement, il y a quelques années, nous avons pu réaliser des économies qui étaient des économies très importantes sur une rationalisation très très importante de la dotation de continuité territoriale qui nous permet donc en plus de dégager certains reliquats. Et les reliquats ont pu être donc mis à profit pour certaines tarifications spécifiques. Alors, je pense à la tarification résidente corse qui nous permet de diminuer la part que les usagers corses mettent dans le transport aérien pour pouvoir voyager, pour travailler, pour aller faire des études, pour aller, ne serait-ce que pour aller se faire soigner sur le continent. De la même façon qu'il y a des contraintes géographiques très fortes en Corse, il n'y a absolument pas de CHU. Et donc, du coup, de traitements spécifiques vont devoir être faits sur le continent. Et donc, du coup, il y a vraiment un intérêt très important pour tous les passagers de pouvoir avoir une régularité, une fréquence hebdomadaire pour certains vols, journalier pour les vols vers Paris, vers le bord à bord. Je ne rentrerai pas forcément dans les détails par rapport à ces périmètres-là et ces volumes avec les différentes cadences, mais tout ça pour vous dire que ça fait partie aussi de la qualité de service public et ça fait partie de notre intérêt, nous, à la collectivité de Corse et l'Office des transports, de pouvoir vraiment consolider ces périmètres-là. Donc, pour ce qui est aussi des spécificités d'autres, comme vous le savez, les conventions de délégation de services publics sont des conventions qui sont plus contraignantes pour nos délégataires de services publics, qu'ils soient dans l'aérien ou dans le maritime, et qui donc, comme ce sont des conventions qui contraignent, qui arrivent à obliger par rapport aux fréquences, par rapport aux horaires, par rapport à la qualité que l'on exige, par rapport au verdissement des flottes, sur la qualité environnementale que l'on souhaite attacher à certains navires ou à certains engins, ça nous permet aussi d'avoir cette maîtrise justement de l'outil qui va pouvoir être le vecteur de transport entre la Corse et le continent. Voilà, j'espère que je n'ai pas été particulièrement longue. Je voulais quand même faire cette introduction, quelques propos sur justement les points forts et les écueils qu'il a fallu vraiment que l'on conforte. Alors, évidemment, ça passe à l'Office des transports et à la collectivité de Corse par un dialogue permanent avec les instances étatiques et les instances européennes. Je pense au secrétariat général des affaires européennes pour le côté État. Je pense également à la représentation permanente de la France à Bruxelles pour le côté, donc justement, transition justement entre les ministères français et la Commission européenne. Je pense aussi au ministère des Transports avec des discussions sur les périmètres, sur les volumes, sur les infrastructures et aussi, bien sûr, il faut le dire, aux différentes directions générales de la Commission européenne, à la concurrence, au transport, donc de la Commission européenne. Voilà un petit peu pour ce panorama que je voulais quand même faire. Et je laisserai la parole donc à M. Santoni, directeur de l'Office des transports, pour revenir vraiment sur les fondamentaux de la délégation de services publics, donc ces conventions de délégation de services publics très importantes pour nous, afin justement de stabiliser le plus possible dans le cadre maximum de sécurité juridique sur les différentes conventions aussi aériennes que dans le maritime. Et je vous remercie à tous pour votre patience et pour votre attention. Monsieur Antonetti, s'il vous plaît, à vous la parole. Oui, bonjour. Je vais, si vous permettez, laisser la parole à notre directeur général qui a finalement pu se libérer et qui est parmi nous. Donc, monsieur Jean-François Santoni.
Allez-y, je vous en prie. Merci. Bonjour à tous, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs, Mesdames les différents participants à ce webinaire État relatif au dossier d'une approche continuité territoriale pour les Outre-mer. Moi, je vais être un peu plus technique, c'est-à-dire dans la mise en place des contrats et dans leur exécution avec les différents paramètres qui sont économiques, financiers et juridiques. Tout d'abord, le dispositif de continuité territoriale applicable à la Corse. Le dispositif de continuité territoriale applicable à la Corse fait cohabiter le secteur maritime et le secteur aérien. Nous bénéficions d'une continuité territoriale tant en termes de services publics maritimes qu'en termes de services publics aériens, avec une différence importante, car nous avons à la base des obligations de service public, du fait qu'elles ne peuvent pas être assurées intégralement ou exclusivement par l'opérateur privé, nous allons vers des conventions de délégation de service public, tant dans le secteur maritime que dans le secteur aérien, avec une différence importante, dans la mesure où dans le secteur maritime, il y a une cohabitation entre obligation de service public et délégation de service public, alors que dans l'aérien, nous avons uniquement des délégations de service public avec une exclusivité d'exploitation au bénéfice du délégataire qui bénéficie de la convention sur les lignes relevant d'obligations de service public. Sur le maritime, donc, nous avons une cohabitation entre les obligations de service public qui sont assurées depuis le port de Toulon à destination des ports de Corse par un opérateur privé à risques et périls. Cela veut dire qu'il n'y a pas de compensation, mais également du port de Nice en l'état, et qu'il semblerait que le port de Nice, dans quelques mois, voire 24 mois, sera fermé au trafic des ferries. Par voie de conséquence, les obligations de service public disparaîtront. En ce qui concerne les conventions de délégation de service public, elles sont assurées par 2 compagnies délégataires au départ de 4 ports de Corse à destination du port de Marseille, qui est le port éligible aux conventions de délégation de service public. Ce port éligible, ce n'est pas la collectivité territoriale qui l'a imposé. C'est les études de besoins de service public que l'on a lancées, qui pour des intérêts, du fait de l'implantation de la chaîne logistique, de la capacité portuaire par rapport au volume à traiter pour la Corse, était le plus pertinent au regard des intérêts et surtout du principe de continuité de service public. La Corse ne peut pas subir de rupture de charge en termes d'approvisionnement et pour le maritime, mais essentiellement sur le fret. Je vous donne un chiffre. Nous avons 2 millions de mètres linéaires de fret transportés chaque année entre les différents ports de Corse et le continent et vice-versa. 1 900 000 est transporté environ depuis le port de Marseille et environ 150 000 mètres linéaires sont transportés depuis le port de Toulon. Donc nous avons une complémentarité entre les OSP et les conventions de délégation de service public en ce qui concerne le maritime. Il faut savoir également que les obligations de service public sur le maritime sont essentiellement utilisées pour le transport de passagers, vu que la compagnie bénéficiant des obligations de service public et s'inscrivant dans cette politique assure 85% du trafic passager maritime à destination de la Corse. Les compagnies bénéficiant de conventions de délégation de service public assurent 15% du trafic passager maritime à de et vers la Corse. Et après, on comprendra le pourquoi quand je présenterai l'aérien. En ce qui concerne ce service public maritime, vous comprendrez fort bien qu'il a accès essentiellement sur le fret, avec 3 types de fret, et cet élément est fondamental aujourd'hui. Nous avons ce qu'on appelle le fret non tracté, qui est la remorque qui est chargée, pour faire simple, par les dockers, et qui représente 90% du trafic de fret à destination de la Corse. Ensuite, le pourcentage de fret le fret tracté, lui, qui est assuré par où la remorque est tractée
par un tracteur, je dirais par un camion, avec son chauffeur, représente 10 à 15% du trafic fret à destination de la Corse. Donc là aussi, on se rend compte que l'essentiel du trafic fret obéit à la règle du non tracté, avec toute une problématique de mise à disposition d'espace, c'est-à-dire de plateformes logistiques sur le port de desserte et sur les deux ports d'arrivée et de départ, mais également de forts coûts de manutention pour ce type de fret. C'est une spécificité de la chaîne logistique que nous intégrons pleinement dans le cadre des conventions que l'on a mis en place. En ce qui concerne l'aérien maintenant, l'aérien, nous avons 12 lignes de service public aérien au départ des 4 aéroports de Corse à destination de 3 plateformes continentales, Marseille et Nice, mais également l'aéroport de Paris-Orly. Là aussi, c'est pleinement le principe de continuité territoriale qui s'applique en matière aérienne, car beaucoup pourraient dire que ça n'intéresse que le bord à bord, c'est-à-dire la liaison en Corse, première côte du continent français, c'est-à-dire les aéroports de Marseille et de Nice. Pour autant, dans le cadre du principe de continuité territoriale, nous devons permettre aux résidents corses, et quelle que soit l'activité, c'est-à-dire loisirs, économiques, sanitaires, de pouvoir se rendre dans la capitale, à la fois pour des séances de travail, mais également du loisir et de présence dans certains centres médicaux spécialisés. Donc la desserte de Paris, aussi bien que celle de Marseille et de Nice, obéit au principe de service public et est gérée dans le cadre des conventions de délégation de service public. Ces 2 mots dans les conventions de délégation de service public, donc elles donnent droit à un versement de compensation, comme l'a évoqué Madame la Présidente. Il est certain qu'on a un fort contrôle de l'exécution des conventions de délégation de service public, tant en termes d'exécution mensuelle, c'est-à-dire avec la fourniture de rapports d'activité, de séances de travail contractualisées tout au long de la vie du contrat, et avec un rapport d'activité audité par un commissaire aux comptes qui nous permet une certification des comptes et le versement ou pas des soldes de compensation annuelle. Les montants de compensation de services publics tels qu'ils sont contractualisés sont des montants maximum de compensation. C'est-à-dire que la convention, sauf cas de force majeure ou théorie de l'imprévision, comme nous avons dû l'appliquer lors de la période Covid, se font aux risques et périls du délégataire. Donc, c'est des contrats qui sont très encadrés, qui sont soumis aux règles du droit interne et du droit communautaire, qu'on discute très en amont avec les différents services de l'État, mais également, et obligatoirement d'ailleurs, avec les services de la Commission européenne, et plus particulièrement la DG Concurrence, et dans le cadre des aides relatives à la réglementation sur les aides d'État. En ce qui concerne maintenant le montant de dotation, la dotation de continuité territoriale est de 187 millions d'euros, qui est reconduite annuellement dans le cadre de la loi de finances et qui n'a plus été indexée depuis 2009. Donc, nous avons obtenu cette année une rallonge de 33 millions d'euros au titre de la loi de finances rectificative 2022. Ces 33 millions d'euros correspondent au montant d'indexation entre 2009 et 2020. Nous allons maintenant entamer les négociations pour essayer de stabiliser ce nouveau complément de compensation afin de faire face aux dépenses de continuité territoriale, car pour l'année 2023, nous avons environ 95 millions d'euros sur l'aérien et 107 millions d'euros sur le maritime. Donc vous vous rendez bien compte que le montant de dotation initiale de 187 devient insuffisant pour faire face aux dépenses de services publics. La règle qui a été celle de l'exécutif territorial et à travers le vote de l'Assemblée de Corse pour le maritime comme pour l'aérien, c'est d'assurer une qualité de service aux résidents en termes de garantie de dessert avec le continent français, qui s'est inscrit comme tel dans le Code général des collectivités territoriales,
tant en matière d'accès, c'est-à-dire je peux partir de Corse plusieurs fois par jour vers une destination du continent, avec une plage horaire qui me permet de faire mes affaires sur le continent et de rentrer le soir en Corse. Donc on a en moyenne sur l'aérien 3 liaisons par jour entre les 2 aéroports principaux de Corse, de Bastia et d'Ajaccio, à destination de la ville de Marseille et de Paris-Orly. 2 sur Nice, je parle en programme de base, on ne va pas rentrer dans le saison été, saison hiver. Et ensuite, depuis les aéroports secondaires, nous avons une liaison quotidienne au minimum entre les aéroports secondaires de Calvi et Figari à destination de Marseille et Nice, voire 2, et une liaison depuis ces aéroports vers Paris. Donc la Corse, avec le système de service public que l'on a bâti, est parfaitement connectée au continent en termes de fréquence, d'offres en siège. Cet élément est important, c'est-à-dire qu'on a quasiment la garantie pour le résident de pouvoir partir quand il veut à destination de ces 3 infrastructures, et également de régularité et de qualité de service de la part de nos prestataires, que ce soit sur le maritime comme sur l'air, et qui ont mis les moyens qu'il fallait et qui correspondaient aux attentes de l'autorité délégante, moyens d'ailleurs qui ne cesse d'évoluer en termes de qualité d'outils, que ce soit dans le maritime comme dans l'aérien, pour les 2 compagnies maritimes et les 2 compagnies aériennes. Sur le maritime, ce qui était important pour nous, c'est de garantir l'acheminement en fret quotidien de la Corse, car la Corse ne dispose pas de zones logistiques de stock, même pour ces produits de première nécessité que sont les produits alimentaires. 95% des produits nécessaires à la population corse sont importés depuis le continent français, que ce soit en termes de consommation courante, de matériaux de construction et pour ainsi dire de l'ensemble des biens de consommation. Ça passe par la voie maritime. De même que les médicaments, maintenant, le cheminement des médicaments, à quelques exceptions près, passe également par la voie maritime. Donc vous comprenez pour nous l'importance qu'il y avait à sécuriser ce service public maritime en termes de chaîne logistique. Les ports principaux de Corse, d'Ajaccio et de Bastia sont desservis quotidiennement, 7 jours sur 7, par les compagnies délégataires. Les ports secondaires de Propriano, Porto Vecchio et l'Île-Rousse sont desservis 3 fois par semaine tout au long de l'année. Il faut préciser que le port de l'Île-Rousse est également un port dédié au transport de matières dangereuses de catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3. Les matières dangereuses n'étant pas uniquement les explosifs, mais comportant également l'approvisionnement en oxygène médical et en chlore. Le chlore est nécessaire pour le fonctionnement de l'ensemble des stations d'épuration et pas uniquement pour les piscines et donc pour le loisir. Là aussi, les volumes de fret qui ont été définis aux besoins de service public l'ont été à partir des différentes études de besoins de service public. C'est-à-dire que nous n'avons pas proposé, et l'Assemblée de Corse n'a pas décidé d'instaurer ce nombre de fréquences et ces mètres linéaires nécessaires d'un claquement de doigts, si je me peux citer. Ça repose sur les besoins réels de la population. En ce qui concerne maintenant les tarifications. Pour le volet tarif, votre questionnaire fait état de tarifs préférentiels. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'application du principe de continuité territoriale, que ce soit dans le maritime comme dans l'aérien pour les passagers, nous avons un tarif résident et non pas un tarif, certes c'est un tarif préférentiel, et qui est véritablement installé comme un tarif dédié aux résidents. Sur le bord à bord en matière aérienne, c'est-à-dire vers les aéroports de Marseille et de Nice aller-retour, ce tarif est de 42 € hors taxe, qui nous permet un atterrissage en TTC de 100 € à peu près. Ce qui veut dire que le montant des taxes est supérieur au tarif que paye le résident. C'est un point quand même d'interrogation important. Et là, j'évoque ce tarif
avant l'impact des nouvelles taxes à partir de 2024, voire 2023, imposées par la loi climat et résilience. En ce qui concerne le tarif résidence sur Paris, depuis les aéroports de Corse et de Paris vers les aéroports de Corse pour les résidents, nous sommes sur un tarif de 150 € avec là aussi aller-retour, là aussi un montant de taxe supérieur au montant du tarif, quasiment supérieur au montant du tarif hors taxe. En ce qui concerne le maritime, la présidente a évoqué, bien sûr, il a présenté le tarif fret maritime. Ce tarif fret maritime qui a compté du 1er janvier 2023 de 40 € hors taxe et redevance le mètre linéaire est légèrement en deçà du tarif routier longue distance tel qu'il est appliqué et tel qu'il est en conformité avec le principe de continuité territoriale. Nous avons poussé plus loin la réflexion afin de garantir ce tarif tant pour le consommateur final que pour les différentes entreprises en l'adossant à un contrat de couverture carburant, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se faisait dans les contrats précédents, avant le 1er octobre 2019, et les tarifs subissaient la fluctuation des coûts carburants, bien souvent toujours à la hausse, jamais, voire c'était inexistant à la baisse. Aujourd'hui, on a une stabilité du tarif à 40 € le mètre linéaire, quel que soit l'impact de carburant, sauf bien sûr si ce coût carburant devient complètement dénaturé, nous remettons autour de la table. En ce qui concerne maintenant les relations avec la Commission européenne et la question 6 plus particulièrement, s'est-elle prononcée sur ce dispositif. Les contrats de délégation de service public sur l'aérien ont tous été notifiés à la Commission européenne depuis l'année 2016, c'est-à-dire la délégation de service public 2016-2020 et la 2020-2024 telle qu'elle est en cours d'exécution, 2023, pardon, telle qu'elle est en cours d'exécution aujourd'hui, ont été notifiés à l'Union européenne et ont été travaillés en amont avec l'Union européenne. Ces contrats n'ont fait l'objet d'aucune remarque de la part des services de l'Union européenne. Ils sont parfaitement exécutoires et conformes à la réglementation et à la législation sur les aides d'État. En ce qui concerne les contrats relatifs au dossier maritime, le contrat mis en place à compter des contrats, on a 5 conventions de délégation de service public, une convention par ligne. Les conventions de délégation de service public mises en œuvre à partir du 1er janvier 2023 ont été notifiées auprès des services de l'Union européenne et ont été travaillées en amont avec les services de l'Union européenne, comme je vous l'ai dit précédemment. Les fois précédentes, certains contrats ont été notifiés, d'autres ne l'ont pas été, du fait de la courte vie des contrats, où certains étaient limités à 3 mois, 12 mois, 10 mois. Aujourd'hui, nous avons une stabilité à 7 ans des contrats de délégation de services publics dans le secteur maritime. Donc, nos relations avec l'Union européenne sont de bonnes relations qui sont construites sur une confiance établie et avec un travail de fond considérable de la part des différents services, que ce soit État, collectivité territoriale de Corse, Office des transports et services de l'Union européenne. On a vraiment travaillé, on travaille en partenariat avec l'Union européenne sur le maritime comme sur la mer. Le dispositif, où serait-il transposable à l'outre-mer? Très franchement, il m'est difficile de me prononcer là-dessus, car on ne connaît pas les différentes composantes et les territoires soudés. Donc, ça devrait faire l'objet peut-être d'un échange spécifique pour voir ce qui peut être transposable, ce qui peut être adapté ou ce qui ne l'est pas. Pour conclure, je dirais que la Corse dispose aujourd'hui d'une couverture en termes de contrat de service public et d'obligation de service public qui est conforme aux attentes de sa population, qui est conforme aux intérêts des différents territoires. Comme le disait Madame la Présidente, on a une géographie spécifique et il nous faut préserver ces territoires qui sont une richesse. Les délégations de service public que l'on a mis en place nous permettent de préserver cette richesse et de valoriser ces territoires, tant en termes d'espace qu'en termes social. Le montant
de dotation de continuité territoriale est aujourd'hui insuffisant. Il va falloir donc se pencher sur son abondement avec les éléments que je vous ai fournis. Pour autant, il correspond à un montant de juste compensation versé aux compagnies délégataires, avec un point important, et j'en veux pour preuve le maritime avec le dernier contrat que l'on a soumis, qui est la notion de bénéfice raisonnable. On peut vous donner l'information dans la mesure où elle est maintenant publique. C'est que la marge de bénéfice réalisée par les compagnies délégataires de services publics est de 2,13%, ce qui est le bénéfice raisonnable le plus faible des compagnies maritimes qui sont sous service public ou sous OSP dans le bassin méditerranéen et en Europe. Ces différents éléments, bien sûr, ont été communiqués au service de l'Union européenne. Voilà en ce qui me concerne. Un dernier point, pardon, le tarif diaspora que vous évoquez dans vos questions. Donc, sur ce tarif, on a une demande politique du Conseil exécutif de travailler sur un tarif diaspora. Ce tarif diaspora, on y travaille et on espère pouvoir le présenter lors du prochain cahier des charges sur le service aérien. Dernier point de précision en ce qui concerne la qualité de résident. Comment est-elle retenue? Elle est très clairement définie dans les délégations de services publics aériennes dans la mesure où c'est le trafic qui fournit une grande partie de l'activité de nos compagnies délégataires. C'est la notion de résidence fiscale en Corse. La résidence fiscale étant celle de la domiciliation fiscale au niveau de l'île. Là-dessus, nous avons mené un travail de fond avec les services de l'État, avec la CNIL, et nous délivrons une accréditation tous les ans aux résidents qui en font la demande, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de ce tarif résident, ce qui a évité tout dérapage au regard de la baisse tarifaire que l'on a appliquée sur les résidents. En ce qui concerne le maritime, depuis 2023, les résidents corses ne sont plus éligibles au titre du tarif résident dans le cadre des conventions de délégation de services publics, dans la mesure où, à l'exception des besoins médicaux, dans la mesure où le transport de passagers est garanti sous obligation de service public par la compagnie qui exerce l'obligation de service public. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ça représente 85% des tarifs. Pour autant, les résidents corses qui souhaitent emprunter les lignes de service public bénéficient des tarifs sous OSP, vu qu'on a une cohabitation, obligation de service public, délégation de service public. Et bien sûr, cela ne donne pas droit à compensation complémentaire au bénéfice des compagnies délégataires. J'ai ainsi conclu mon intervention et bien sûr, je suis à votre disposition pour toute question que vous jugeriez nécessaire. Je vous remercie d'avoir été aussi précis. Finalement, vous êtes passé à travers tout le questionnaire. Merci en tout cas. Et les rapporteurs et mes collègues vous interpelleront par la suite si nécessaire, bien évidemment. Je propose maintenant de passer aux opérateurs sur un temps un petit peu plus ramassé, si c'est possible, entre 5 et 8 minutes. Et on va commencer tout de suite par Air France. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de nous accueillir. Une précision en introduction. Air France opère cette délégation de service public dans le cadre d'une co-entreprise avec la compagnie Air Corsica qui est représentée aujourd'hui par le président de son directoire. Et donc, nous avons convenu que pour entrer dans la réponse à ce questionnaire, pour éviter des redondances, je pense que ce serait utile pour ne pas perdre trop de temps, nous répondrions en commun. Et donc, le président d'Air Corsica se chargera de ces réponses. Mais dans mon propos liminaire, je souhaite néanmoins revenir sur 2 points. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites et je pense donner une vision assez claire des enjeux sur les DSP en général et celle-ci en particulier. 2 points qui me semblent utiles de rappeler et sur lesquels il me semble utile d'insister.
c'est que cette délégation de service public s'inscrit dans un cadre juridique précis et contraignant à la fois au niveau européen et au niveau national. Au niveau européen, notamment par le règlement 1008-2008 et sur le régime, par ailleurs, sur le régime des aides d'État qui vise à s'assurer que le besoin de service public doit être bien identifié pour pallier une absence ou une insuffisance d'offres liées au marché. Et donc, tout ceci est effectivement très strictement encadré par les règles nationales et européennes. Et c'est dans ce cadre que s'applique notre activité. Et puis un deuxième point qui a été évidemment évoqué à plusieurs reprises et sur lequel il me semble important de revenir, c'est qu'à l'évidence, pour ce qui est des compagnies aériennes, j'aimerais dire que nous sortons, mais nous continuons de traverser une période particulièrement difficile. Après 2 années d'un impact terrible de la crise Covid, qui est une crise qui est historiquement inédite et qui a un impact sur nos équilibres qui est absolument majeur. Et qu'évidemment nul n'aurait pu prévoir avant la survenue de cette crise. Et après le Covid, nous avons une succession de crises avec évidemment les problématiques liées à la hausse des coûts du carburant. Ce sujet a été évoqué avec l'inflation, avec d'autres sujets qui sont peut-être un peu moins palpables, mais les difficultés d'approvisionnement, notamment pour les pièces de rechange, pour l'entretien des avions, etc. Et toutes ces problématiques qui forcément n'avaient pas pu être, n'avaient pas été identifiées à l'échelle de ce que nous subissons aujourd'hui, s'ajoutent à un contexte déjà de grande fragilité du pavillon français. Collectivement, les compagnies aériennes françaises perdent historiquement des parts de marché en France depuis de longues années parce qu'elles exercent leur activité dans un contexte qui n'est pas favorable, particulièrement en France. Et donc, il est important de mesurer dans les échanges que nous avons aujourd'hui et dans les réflexions que vous pouvez avoir sur les enjeux futurs de desserte, que ce soit outre-mer ou pour toute autre zone géographique, effectivement, que les problématiques économiques auxquelles fait face le transport aérien sont réelles et ont un impact sur nos activités, qu'elles soient dans un cadre de marché ouvert ou dans le cadre de délégation de services publics, comme c'est le cas que nous abordons particulièrement aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas répéter des choses qui ont plus avant des choses qui ont déjà été dites ou répondre par anticipation à ce que pourra dire M. Bérény dans un instant. Mais voilà les points sur lesquels il me semblait utile d'insister en ouverture et comme ça j'espère avoir un petit peu rattrapé du temps pour laisser du temps au dialogue. Voilà, merci à tous. Merci M. Gomez. M. Bérény, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, mesdames et messieurs les sénateurs, sénatrices, présidents et présidentes. C'est vrai que je vais avoir assez peu de choses à rajouter à ce qui a été dit. Pour mémoire, donc, Air Corsica, société d'économie mixte, créée il y a 33 ans, aujourd'hui délégataire des conventions de service public sur 8 lignes que l'on dira de bord à bord entre les 4 aéroports corses et ceux de Marseille et Nice, et co-délégataire dans le cadre donc d'un groupement avec nos collègues et amis d'Air France pour les 4 lignes entre l'aéroport de Paris-Orly et donc les 4 aéroports corses. Nous avions bien eu votre questionnaire du 5 janvier. Je dirais que la totalité des réponses a été apportée par les interventions précédentes. Je n'ai donc rien de plus à ajouter, si ce n'est de me tenir disponible si de nouvelles questions venaient à apparaître. Je vous remercie. Alors, merci M. Bérény. Alors, je vais simplement rappeler pour tous les intervenants, en fait, la délégation est évidemment preneuse de vos retours par écrit des différents questionnaires, chacun en ce qui vous concerne, voilà, pour la bonne rédaction du rapport. Donc voilà, ce qui explique que dans cette audition, on peut passer assez vite au travers de cette trame qui vous a été adressée. Et je laisse maintenant la parole à M. Villanova. Par contre, votre micro est débranché, monsieur, je pense. Non, mais ça arrive, je vous rassure.
Et vous restez toujours ébahi, mais muet. Alors moi, ce que je vous propose, c'est on va vous laisser le temps de vous déconnecter, de vous reconnecter. Ça va peut-être régler le problème. Et on passe, si vous le voulez bien, à Monsieur Reverchon, puis on reviendra vers vous dès que vous serez reconnecté. Monsieur Reverchon, qui lui, par contre, est au téléphone, sauf erreur. Monsieur Reverchon, est-ce que vous nous entendez? Bah écoutez, on va simplement attendre que M. Villanova se reconnecte avant de passer la parole au rapporteur, parce que visiblement, M. Reverchon de la Méridionale, qui devait nous rejoindre par téléphone, a lui aussi visiblement quelques difficultés pour nous rejoindre. Alors vous avez en plus dans la salle de visioconférence ici au Sénat un bruit de fond peut-être que vous entendez de chez vous, voilà, qui est tout aussi agréable pour vous que pour nous, je vous rassure, et qui correspond à un perçage de mur en béton, ce qui vous donne des sensations vraisemblablement, ouais. Donc ce qui donne des sensations assez étranges, mais voilà, c'est pas super agréable. Bon, on va essayer de s'en accommoder. Ah, Monsieur Villanova, bienvenue à nouveau parmi nous et vous avez la parole. Je vais essayer de reprendre les points assez rapidement. Concernant le maritime, donc pour reprendre votre trame, il y a 5 lots, un lot par port, tout cela au départ de Marseille. Le périmètre a été défini préalablement. Nous sommes adjudicataires de 3 lots seuls et de 1 lot en partenariat avec nos collègues de la Méridionale. La modalité globale, vous avez compris, c'est une structure en 2 niveaux. Hein. La première, c'est les obligations de service public. Vous n'avez pas le droit de venir desservir la Corse uniquement pendant la saison. C'est ça que définit les obligations de service public. C'est pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent uniquement profiter de la manne estivale l'été et qui ne soient pas là l'hiver. Donc que la Corse soit isolée l'hiver et qu'il y ait personne qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent l'été avec une vision purement économique. Et il y a donc un niveau supplémentaire qui fait le socle de la délégation de service public où donc la collectivité de Corse décide que on doit aller 3 jours par semaine dans ce qu'on appelle des ports secondaires et tous les jours dans les ports principaux. Ça veut dire que pour assurer la continuité territoriale, notamment en approvisionnement de marchandises, le test de marché dit il faut aller, par exemple, je prends toujours l'exemple du lundi 2 février, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de touristes, où c'est plutôt calme, mais il y a une population qui existe. Il faut essayer de limiter les transports en Corse, comme l'a défini la présidente, car c'est une île. Et donc, il faut que vous y alliez 3 fois par semaine sur les ports de Propriano, Île-Rousse et Porto Vecchio, qui sont des ports secondaires, toute l'année. Ça veut dire que pendant 10 mois par an, vous perdez de l'argent, ça a un coût. Et ensuite, la deuxième chose qui est définie, la deuxième contrainte qui fait l'objet de la délégation de service public, c'est les quantités de fret que vous devez acheminer vers ces ports. Donc, ils sont étudiés. Il y a des quantités de fret qui sont définies pour les ports secondaires comme les ports principaux. Donc tout ça, ça fait le socle de ce qu'est la délégation de service public, et les opérateurs comme nous calculent l'ensemble des coûts qu'ils vont avoir pour réaliser cette prestation, mettent en face de ça les recettes qu'ils vont avoir pour réaliser cette prestation, des recettes de mètres linéaires de fret qui sont définies par la collectivité de Corse, c'est-à-dire que vous ameniez une remorque par an ou 2000 remorques par an en Corse, vous payez le même coût. Ça veut dire que le service public fait que le transport entre la Corse et le continent ne fait pas l'objet d'une compétition entre les acteurs. Tout le monde paye le même prix pour une prestation identique, qu'il transporte une remorque ou 1000 remorques par an. Donc, quand je vais faire la différence entre mes charges et mes recettes, c'est ça qui va faire le besoin de service public pro rata, une marge très faible telle qu'elle a été définie préalablement. Donc le mécanisme de compensation, pour répondre à votre question, est celui-là. Est-ce que ça tient compte de la saisonnalité? Non, c'est un contrat annuel, ça a pour objet pluriannuel, ça a pour objet d'assurer pendant tout au long de l'année un niveau de service public. Il n'y a pas d'offre supplémentaire à la marge pour le fret, je dirais, durant la saison estivale. On se rend compte que la saison estivale est beaucoup plus forte pour les passagers, mais pour le fret, elle va un peu augmenter, je dirais de 15 à 20% par rapport à la saison hivernale, mais elle ne va pas doubler ou tripler, comme ça peut être le cas sur les passagers. Donc, oui, on tient compte qu'il y a un peu plus de fret en été, mais finalement assez peu, je dirais.
Les tarifs des résidences sont définis par la collectivité de Corse. Donc nous, dans le cadre de notre contrat de service public, on applique les décisions tarifaires qui sont celles de l'Assemblée de Corse, que ce soit pour le prix du fret comme pour le prix du tarif résident, qui sont les sujets concernés, même si le tarif résident fait l'objet d'obligations de service public qui sont en partie concernés par ces sujets-là. Et il y a un sujet sur lequel je veux insister, c'est qu'avec le temps, donc on est pris un peu en étau, hein, mais c'est tout naturel, entre un besoin de services publics qui devient de plus en plus exigeant, c'est normal, une volonté de contrôler le budget de ce qu'est la desserte maritime de la Corse pour la collectivité de Corse, la volonté d'essayer de ne pas trop augmenter les prix du fret en face de tout ça, parce que vous avez bien conscience que si on n'augmente pas les prix du fret, ben, il faut augmenter, c'est un effet, de compensation, il faut augmenter le montant de la compensation territoriale. Donc il faut qu'on arrive à la fois à avoir un prix du fret qui soit le bon, arriver à rentrer dans un budget qui rentre avec le cadre du budget de la collectivité de Corse et de la compensation de continuité territoriale, et surtout les deux sujets qu'on va devoir supporter pour les 15 ans à venir ou 50 ans à venir, c'est le coût du carburant et les contraintes environnementales. Donc vous avez à droite les contraintes environnementales, à gauche le prix du carburant, au-dessus le budget de la CTC et en dessous ce qu'on peut faire payer, ce que peut accepter de payer, que ce soit le passager ou le transporteur de fret. Donc c'est ce cadre-là qu'il faut arbitrer, où il y a une pression qui vient un petit peu de partout pour arriver à avoir le montant de compensation le plus juste possible dans les cadres des règles européennes, tenant compte de ce que peut payer, ce que doit payer dans le cadre du principe même de la continuité territoriale le transporteur et ce qui est acceptable pour la région Corse. Donc c'est ça qui fait l'objet de toutes les discussions entre nous quand nous répondons à un appel d'offres et nous essayons de faire la meilleure offre possible. Donc la contrainte environnementale, ce que je voulais vous dire, elle sera de plus en plus importante et c'est ça qui va nous forcer sûrement parfois à revoir nos méthodes de pensée, à faire sûrement évoluer ce contrat dans le temps parce que année après année, la contrainte environnementale sera de plus en plus importante. En synthèse, si vous voulez, nous, on ne fait qu'appliquer la volonté politique de la collectivité de Corse sur sa desserte maritime dans le cadre du service public. Elle s'exprime à travers un cahier des charges, à travers des étape 1 des obligations de service public et après une définition de ce que doit être le service public. Et notre but, c'est de donner la meilleure réponse logistique à cette volonté politique. Ce n'est pas moi qui décide des rotations, ce n'est pas moi qui décide du prix. Moi, j'essaie de voir dans le cadre qui est fixé, qui a fait l'objet d'une étude de marché, quelle est la meilleure offre que l'on peut donner à ces contraintes-là. Voilà comment je peux vous résumer globalement ce qu'est actuellement et comment est-ce qu'on essaie de procéder dans le cadre de la délégation de service public sur la partie maritime. Merci monsieur. Alors je ne sais pas si vous pourrez m'entendre parce que les vibrations et les travaux en façade continuent au Sénat. On essaye de leur demander une petite suspension le temps nécessaire à terminer notre audition, ce qui n'est pas encore gagné. En tout cas, ce n'est pas encore fait. Donc on va essayer de faire au mieux, je l'espère. Je vais poser la question à monsieur Reverchon de la Méridionale, s'il a pu nous rejoindre par téléphone ou pas. Est-ce que vous m'entendez là? Nous vous entendons monsieur, vous avez la parole. Ah, excusez-moi, parlez aussi fort que vous le pourrez, enfin faites de votre mieux. On essaiera de peut-être me connecter autrement et je vous prie de m'en excuser. Bon, j'ai entendu tout ce qui a été dit et beaucoup de choses ont été dites auparavant et je ne vais pas revenir dessus. Donc, nous sommes présents sur la Corse depuis 1936. La continuité territoriale est un concept qui a été mis en place en 1976, dans un premier temps dans des mécanismes de gré à gré, avec l'État, puis avec la collectivité de Corse, et c'est en fait la libéralisation du cabotage européen. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Voilà, parfait, excusez-moi. C'est la libéralisation du cabotage national donc maritime qui, en 2002, a changé le dispositif et a débouché sur un mécanisme de délégation de services publics, donc qui est actuellement en cours et qui vient de repartir pour une durée
significative de 7 ans au 1er janvier donc de cette année. Pour ne pas revenir sur ce qui a déjà été explicité, je voudrais souligner un certain nombre de points. Le maritime est un peu spécifique. Ce qu'il y a dans la délégation de service public, c'est en fait un service qui est demandé. Donc, ça a été rappelé toute l'année sur les ports principaux de Bastia et d'Ajaccio, 3 fois par semaine sur les ports qu'on appelle départementaux. La différence par rapport à l'aérien, c'est qu'on est avec des navires, c'est-à-dire des outils qui sont très chers d'abord, 150 millions d'euros pour un navire neuf à peu près, qui sont très chers, qui nécessitent donc des durées importantes pour pouvoir être amortis et qui sont spécifiques. On n'est pas dans le cas de l'aérien où nous avons des moyens qui sont un peu standardisés, qui peuvent se déplacer facilement. Dans le maritime, c'est directement adapté, en tout cas pour ce qui est des rouliers à passagers, qui est le système nautique qui est en place donc sur la desserte de la Corse, qui sont directement adaptés aux besoins. Je pense en particulier au métrage de fret, le fret étant maintenant, j'allais dire, le socle principal donc du service public, le passager n'étant que plus marginal et concerné donc par les obligations de service public. Donc nous sommes avec des outils particuliers. En plus, ces outils, il faut les arrêter tous les 2 ans et demi pour des arrêts techniques qui sont d'une durée de 5 semaines environ. Et pendant ce temps-là, faire en sorte qu'il y ait une continuité de service public qui soit assurée avec, encore une fois, des dessertes journalières ou tri-hebdomadaires, donc des ports corses, qui sont, ça a déjà été souligné, complètement dépendants de la métropole en particulier pour ce qui est de l'approvisionnement en marchandises, à la fois de l'économie et de la population résidente. Voilà, donc les sujets donc, qui sont à l'heure actuelle très importants pour nous et d'autres compagnies en particulier sont les questions environnementales, où on a développé de nouveaux systèmes de collection électrique des navires. Nos navires peuvent être connectés quand ils sont dans les ports, et donc avec une émission donc, qui est nulle de polluants, que ce soit des oxydes d'azote, de soufre ou des particules. Et on a équipé un de nos navires d'un filtre à particules qui lui aussi, en pleine mer, évite tous les rejets donc polluants. C'est quelque chose qui est pour nous essentiel, qui d'ailleurs est prévu dans le cahier des charges comme un des critères de jugement des offres qui sont proposées donc par les candidats. La prochaine échéance, le prochain enjeu, c'est bien sûr la question de décarbonation, qui elle pose des questions plus importantes, encore plus délicates que celles du traitement donc des fumées des moteurs et des générateurs. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, en ne redisant pas un certain nombre de choses qui ont été excellemment dites précédemment. Merci à vous. Alors, je ne vous cache pas qu'on a eu un peu de mal à complètement comprendre tous les propos dans la mesure où les vibrations sont devenues plus intenses et donc plus fortes ici. Non, mais ne vous excusez pas, c'est nous qui sommes désolés pour tout le monde. Donc on essaye de faire au mieux. Je vais quand même maintenant laisser la parole à nos 2 rapporteurs qui, eux aussi, feront au mieux. Bonjour, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui. Désolé pour les conditions, ça ne ressemble pas au Sénat, mais qui est une maison assez lisse et conviviale. Mais merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous comprenez le sens de notre démarche. Hein. Nous sommes des territoires pour la plupart insulaires, en dehors de la Guyane, éloignés de la France, avec des rapports obligés, légitimes au quotidien. Nous, par exemple, parlementaires, on en sait quelque chose. On voyage régulièrement sur des milliers de kilomètres.
Et puis, les relations sont rendues nécessaires par plein d'éléments, y compris ceux que vous avez évoqués, qui relèvent de la prise en charge de la santé. On ne peut pas avoir sur tous les territoires une offre complète de soins et c'est régulièrement que des personnes doivent quitter leur territoire d'origine pour aller se soigner quand à un certain nombre d'affections en France. Je vous prends un exemple comme ça pour l'anecdote, pour le pays qui me concerne le plus, la Martinique. En ce moment, nous sommes en panne d'ophtalmo. Il ne reste plus que 3 ophtalmos opérationnels sur l'île. Et vous imaginez bien qu'avec une population un peu comme la Corse qui est vieillissante, eh bien, les besoins en soins ophtalmologiques sont nombreux et beaucoup de personnes doivent quitter la Martinique pour aller se soigner en France dans des centres spécialisés. Je vous passe sous le reste, les cancers particuliers et tout. Donc on est face à une difficulté pour des populations qui souvent ont des parts importantes de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Autrement dit, prendre un billet d'avion relève de l'exploit financier. En ce moment, il faut savoir qu'en haute saison, puisque à l'inverse de la France, pour nous, la haute saison, c'est la saison d'hiver. Pour la France, un billet d'avion va vite dépasser les 1 000 € en classe économique. Donc, il est important que nous puissions restituer une certaine équité. C'est très bien qu'on pourra désormais s'appuyer sur la jurisprudence corse, puisque souvent, on nous a fait ressortir que « Oh là là, l'Union européenne ne sera pas d'accord. Oh là là, il y aura tel et tel problème. » Et là, on se rend compte que le champ des possibles est énorme et que l'Union européenne, j'ai entendu plusieurs fois les interlocuteurs, en particulier monsieur le directeur de l'ETC, dire que les relations étaient bonnes, aussi bien avec le gouvernement français qu'avec l'Union européenne. Donc, merci de toutes ces explications. On sera encore plus à l'aise pour dire que c'est possible. Et je pense que, je le disais en off au président pour la boutade, je crois que l'État va commencer à craindre ce rapport de la délégation. Merci de toutes ces explications. J'aurais 2 questions pour vous. Comment ça s'est passé au début ? Parce que je vois que l'antériorité de cette DSP, de ce dispositif de continuité remonte aux années 70. Comment tout cela a pris ? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au début, puisqu'on voit maintenant que c'est un long fleuve tranquille, hein, vous en êtes aujourd'hui à réclamer une dotation supérieure, mais le dispositif fonctionne. Comment tout cela est né? Comment ça a commencé? Et la deuxième question concerne une réponse qui nous est souvent faite, c'est que éventuellement des dispositifs de continuité territoriale auraient obéré les principes de concurrence. Si je prends l'exemple de la Martinique, nous sommes desservis par 3 compagnies aériennes aujourd'hui, Corsair, tiens, un clin d'œil, Air Caraïbes et Air France. Et on nous a toujours répondu que, ah oui, si on mettait en place un dispositif encadré, il y aurait des distorsions de concurrence. Comment vous voyez les choses et comment tout cela pourrait être... comment on pourrait répondre à ces arguments qui me paraissent là aussi un peu faciles. Merci beaucoup. Merci aux différents intervenants. Effectivement, pour la présentation de votre dispositif sur la continuité territoriale en Corse, où globalement on ressent qu'il y a un certain satisfecit sur le service rendu aux résidents en Corse. Moi, j'aurais une question en complément qui va dans la continuité de ma collègue rapporteure sur la situation, comment c'est vécu par rapport au système concurrentiel. Et puis, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu qui sont les personnes éligibles aux tarifs, et est-ce qu'il y a des politiques de quotas de déplacement ou c'est illimité? Ça pourrait être illimité par rapport à des problématiques de santé, bien sûr, mais est-ce que c'est illimité pour tout, en fonction des âges, ou est-ce que c'est une prise en charge totale, ou est-ce qu'il y a un pourcentage de réduction? Enfin, est-ce que vous pouvez un peu préciser
les modalités tarifaires. Et puis la question, je crois, n'a pas obtenu de réponse sur les tarifs préférentiels. Sont-ils toujours plus avantageux que les tarifs commerciaux dans des périodes où on sait qu'il y a une volatilité des prix dans un contexte où, vous l'avez dit également, les prix du carburant et les contraintes environnementales liées à l'adaptation au changement climatique et à la nécessité de la décarbonation font partie aussi des enjeux de la mobilité aujourd'hui, que ce soit vers la Corse, que ce soit en France ou que ce soit de la France vers les Outre-mer. Merci. La parole circule librement, donc il suffit que l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous en l'occurrence. Oui, je veux bien apprendre. Allez-y, monsieur. Oui, sur les tarifs, je voudrais quand même préciser qu'au-delà de la valeur du prix du billet, il y a deux paramètres qui sont essentiels. C'est d'une part le stock de sièges qui est alloué, et deuxièmement, ce sont les possibilités de modifier. Il faut savoir que le tarif résident corse mis en place dans le cadre des conventions de délégation de services publics dont nous sommes délégataires est un tarif que nous appelons dans le langage de l'aérien full flex, totalement flexible. Il donne accès à l'intégralité de la capacité des lignes, y compris jusqu'au dernier siège disponible. D'autre part, il est entièrement modifiable autant de fois que le client le souhaite et il est même annulable sans frais jusqu'à 2 heures avant le départ. Et on sait très bien qu'à chaque fois que l'on compare des tarifs, on a tendance à ne comparer que le prix, parfois même d'ailleurs sur 2 lignes différentes, un prix promotionnel qui pourrait être fait par un opérateur en très basse saison comparé avec un prix de haute saison pour un autre, ce qui rend la lecture très difficile. Mais je tiens aussi à préciser qu'à chaque tarif est associé un stock de sièges et qu'en l'occurrence, en ce qui concerne le tarif des résidents corse, c'est l'intégralité des stocks et sur tous les vols qui sont disponibles pour ce tarif, quel que soit le moment où on réserve. Et d'autre part, il y a aussi pour chaque tarif un certain nombre de contraintes ou non. C'est ce qui fait la flexibilité. Et je crois qu'il est très important de rappeler donc que le tarif résident corse associe l'intégralité, je dirais, de cette souplesse qui est normalement celle qui s'applique au plein tarif. Merci. Si je puis me permettre, je vais essayer de répondre, si Madame la Présidente en est d'accord, à certaines des questions posées. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la question relative au début de la mise en œuvre des délégations, enfin, du cadre continuité territoriale. Bon, je crois qu'autour de cette table, à part M. Roderchon de la Méridionale, aucun d'entre nous n'a vécu la mise en œuvre. Pour autant, on a les références au passé à travers les divers contentieux et les diverses discussions qu'il y a eu pour construire le service public que nous avons aujourd'hui. Comme cela a été rappelé, au tout départ, le service public était accordé, les délégations étaient accordées par l'État à des compagnies sous la procédure de gré à gré. Il n'y avait pas de mise en concurrence. C'est les compagnies en place qui bénéficiaient des conventions de délégation de service public. Il est également bon de rappeler qu'à cette période-là, les directives communautaires n'étaient pas encore en place. La 1008-2008 pour l'aérien et la 94, je ne sais plus quelle référence, pour le maritime. Donc il y avait une grande liberté de choix et on le comprend fort bien. Ensuite, les choses se sont corsées par l'arrivée d'opérateurs concurrentiels sur le secteur maritime, avec les conséquences que ça a eu en termes de contentieux et de condamnation de l'autorité délégante, en l'occurrence la collectivité de Corse, qui l'année dernière a payé 130 millions d'euros d'indemnités à un opérateur privé pour la délégation de service public qui couvrait la période 2007-2013.
Donc, ça a été, et c'est encore un chemin chaotique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le long d'un fleuve tranquille, nous sommes le long d'un fleuve et d'une mer qu'il faut sans cesse surveiller à travers les évolutions juridiques, économiques, avec l'arrivée possible de différents opérateurs sur l'aérien comme sur le maritime. Et par voie de conséquence, c'est une veille permanente de ce que nous avons et de ce que nous souhaitons préserver. Pour autant, nous ne pourrons le préserver que dès lors que l'on démontre qu'il y a un besoin de service public qui n'est pas satisfait pour les attentes de la population. La clé de voûte, elle est là. Si on ne fait pas les études de besoin de service public, si on ne définit pas nos attentes très clairement, et c'est ce qu'a fait le Conseil exécutif, tant pour le maritime que pour l'aérien, si en face de ça, l'étude de besoin de service public démontre que pour tout ou partie, il y a des opérateurs privés qui peuvent le satisfaire, l'obligation de service public existe et la délégation de service public n'existe pas. Donc, par voie de conséquence, il y a un travail de fond considérable à effectuer tant durant la vie du contrat, pour respecter le contrat, que lors du renouvellement éventuel, dès lors qu'intervient le terme du contrat, soit pour relancer une procédure de délégation de service public, soit pour y renoncer pour tout ou partie. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail quotidien, d'où la nécessité de tisser un lien très fort avec les autorités qui contrôlent et qui valident, c'est-à-dire l'État au niveau régional et au niveau national, via le SGAE, c'est le service du Premier ministre, qu'auprès de l'Union européenne, essentiellement avec la DG Concurrence. Ensuite, en ce qui concerne les questions relatives à la tarification, Monsieur le directeur de Corsica a parfaitement répondu à la différence de ce qu'amenait la tarification résident, pas uniquement en termes de tarifs, mais en termes de qualité de service. Moi, je reviendrai sur l'octroi du tarif résident. Qui peut en bénéficier? Comme je l'ai mentionné précédemment, mais on peut aller plus loin dans l'explication, depuis 2020, depuis la nouvelle délégation de service public aérienne mise en place à partir du 1er avril 2020, seuls bénéficient de résidents les personnes ayant leur résidence fiscale en Corse. C'est-à-dire que la personne qui vit en Corse 6 mois de l'année, ou 3 mois de l'année, ou 8 mois de l'année, et qui n'a pas sa résidence fiscale en Corse, ne peut pas bénéficier du tarif résident. Aujourd'hui, c'est la notion de domiciliation fiscale qui prévaut. C'est pour ça que nous avons travaillé là-dessus avec la Direction générale des finances publiques, avec la Commission nationale informatique et liberté, pour mettre en place un outil de contrôle et d'accréditation qui nous permet d'être en conformité avec la loi informatique et liberté, mais également d'avoir à notre disposition de pouvoir rapprocher le déclaratif du demandeur du tarif résident avec le fichier tel que en disposent les services fiscaux. Je le précise également, ce secteur ne concerne que l'aérien, dans la mesure où sur le maritime, à l'exception d'une ligne, les conventions de délégation de service public ne rendent plus éligible le résident au titre des lignes de service public, vu que le besoin en passagers est couvert par un concurrent. Et là, j'en viens à la notion de concurrentiel. Aujourd'hui, on a un secteur parfaitement concurrentiel en ce qui concerne le maritime, c'est-à-dire que l'essentiel du trafic qui ne peut pas être couvert en termes de fret, c'est le fondement même du principe de continuité territoriale, qui ne peut pas être couvert par l'opérateur privé, est couvert par la convention de délégation de service public. Sur le passager maritime, à l'exception du passager résident médical, le besoin est satisfait par un opérateur privé sous obligation de service public, donc un service passager compensé n'est pas éligible au titre des conventions de délégation de service public. C'est là où on voit vraiment la cohabitation entre le secteur concurrentiel et le secteur dévolu au service public.
Les tarifications préférentielles, monsieur le directeur d'Air Corsica a répondu sur ce point, donc je n'y reviendrai pas, mais il est important de souligner que contrairement au début de la mise en œuvre du service public, où nous n'avions pas de secteur concurrentiel, aujourd'hui dans le maritime, on a un secteur concurrentiel qui nous oblige à être parfaitement conforme à la directive qui s'impose à nous en termes de marché. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, donc c'est Marc Reverchon. Donc, juste un petit complément, les tarifs sont des tarifs maxima. Hein, donc, et à côté, on a bien sûr des tarifs dans le maritime, puisqu'il y a une concurrence, il n'y a pas du tout de monopole dans le maritime. On a des tarifs qui sont des tarifs, entre guillemets, commerciaux. Hein, donc, on module en fonction de la période de l'année et des affluences, donc les tarifs qui sont proposés. Les tarifs maximum ne conservent pour le passager que les résidents, hein, donc au travers en particulier des OSP, comme ça a été signalé précédemment. Juste deux mots sur quand même l'historique, comme la question a été posée tout à l'heure. La continuité territoriale, elle a été créée en 1976 sous le régime donc, du président Giscard d'Estaing. Hein, donc, pourquoi elle a été créée? Parce que le service, à l'époque, ne donnait pas satisfaction à la fois en termes de fiabilité et de qualité de service. Si vous vouliez partir en Corse l'été, il fallait réserver dans la première semaine de janvier, quoi, au moment où s'ouvraient les réservations. Donc, il y avait des queues au point de vente. Enfin, c'était infernal. Et la séparation était complète entre la partie, j'allais dire des passagers qui étaient effectués par des ferries et la partie fret, c'était des cargos des cargos purs qui à l'époque desservaient donc la Corse. Et donc en 1976, le système de continuité territoriale a été créé, d'abord dans un premier temps avec des négociations tous les 5 ans avec donc les deux entreprises qui étaient présentes à l'époque seulement sur la desserte, la SNCM et la Méridionale, et qui avaient donc des contrats qui étaient passés. Et progressivement, ce qui s'est détaché dans la conception de ce système de continuité territoriale, c'est le fait de demander à la fois un service pour le fret et les passagers. Et aujourd'hui, ce service, il est effectué par les mêmes navires. Et l'énorme avantage de ce genre de système, c'est qu'il a permis une desserte quotidienne, c'est-à-dire une qualité de service très très importante. Les dessertes quotidiennes, elles n'étaient que pour le fret à un moment donné. Hein. Et c'est en 2002, quand a démarré le système, on a commencé en 90, à la fin des années 90, à avoir des navires qu'on appelle des navires mixtes qui transportent à la fois des passagers et du fret jusqu'à 2000 mètres linéaires, 170 remorques hein, par exemple, et typiquement 500 passagers à peu près. Ce qui a permis, encore une fois, une amélioration absolument considérable de la qualité de service qui était souhaitée par l'autorité organisatrice des transports, donc l'État dans un premier temps, ensuite la collectivité de Corse. Voilà ce que je voulais simplement rajouter. Je rebondirai volontiers sur la remarque de Madame la rapporteure sur justement le long fleuve tranquille. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, d'autant plus que nous sommes dans une époque justement qui est particulièrement compliquée, et je l'ai rappelé hein, sur les différentes crises successives que nous devons en tout cas voilà, enfin, il faut vraiment que nous fassions face le plus possible, surtout dans un secteur qui évolue particulièrement vite. Et je voudrais notamment revenir sur la fameuse dotation de continuité territoriale et exceptionnelle que nous avons eue et que nous avons eu à négocier de façon très très importante, juste ne serait-ce que par rapport au caractère inflationniste de l'énergie et du coût des carburants. Ce sont 33 millions supplémentaires qui sont à destination de la collectivité territoriale de Corse pour pouvoir assurer justement le surplus de dépenses liées au carburant, donc à la compensation carburant, aussi bien pour couvrir les frais du maritime que pour couvrir les frais de l'aérien de cette année. Donc c'est-à-dire que ça va s'épasser à la loi de finances rectificative pour 2022. Ainsi donc, tous les crédits de paiement et les autorisations d'engagement pour la continuité territoriale de services publics sont majorés de 33 millions d'euros, mais c'est une dotation
exceptionnel, ce qui veut dire que l'année prochaine, il y aura une nouvelle loi finance et donc il faudra de la même façon renégocier de la même façon si on a une tendance qui vient se confirmer justement du caractère inflationniste de l'énergie. Et monsieur le directeur de l'Office des transports l'a très bien dit, c'est-à-dire que nous avons de plus en plus de contraintes et de restrictions sur le plan environnemental avec la taxe carbone, avec la loi climat résilience, ce qui veut dire que ce qui laisse présager en tout cas que la tendance sera forcément avec des augmentations de compensation au niveau du carburant et au niveau des différents éléments qu'on devra prendre en considération dans la compensation, qui fera partie donc du service public et qui est mais complètement indépendant de notre volonté, étant donné que c'est vraiment le caractère général de ces tarifications, de ces taxations. Nous sommes une île, nous n'avons pas l'alternative ferroviaire, nous n'avons pas l'alternative routière, et que donc du coup, il faut prendre en considération aussi les spécificités de l'insularité, rien que par rapport à ce point-là. Donc, ça fait partie vraiment d'un combat qui est quotidien, en quelque sorte, pour pouvoir vraiment faire écouter et faire entendre au gouvernement, aux instances étatiques, mais aussi à la Commission européenne, les spécificités d'une île et la prise en compte vraiment de l'insularité, des difficultés, des différentes contraintes économiques et des différentes contraintes avec les concurrences qui ne sont pas parfaites, étant donné qu'on en nombre limité. Donc voilà, tout cela n'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, la relation a été avec la Commission européenne et il y a eu un gros travail de co-construction qui va se poursuivre parce que là, donc, nous avons fait la DSP 2023-2029. Nous attaquons cette année le travail de préparation pour pouvoir mettre en place le tracé des schémas aériens à l'horizon de 2024, donc c'est-à-dire quelles seront les organisations pour demain, quels seront les périmètres, etc. Donc un test de marché a été diligenté aussi par l'Office des transports en début d'année dernière pour pouvoir vraiment être échelonné et pour pouvoir avoir donc, le besoin de services publics que nous allons analyser de très très près. Voilà, tout ça pour dire que ça fait partie d'une caractérisation, que ce n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il nous faut vraiment travailler, co-construire et avancer petit à petit, car il y a tellement de spécificités, et vous le savez, enfin voilà, vous êtes concernés également, hein, de par les spécificités qui sont les vôtres, qui seront forcément différentes des nôtres, mais par contre, il y a pas forcément de transposition d'un cas à l'autre, mais des traits communs que l'on va pouvoir retrouver et que l'on va pouvoir, en tout cas, argumenter et renforcer comme nous avons pu le faire pour le passager. J'ai parlé du CHU qui manque en Corse avec une offre de soins qui est plutôt sur le continent. C'est ce qui nous a permis aussi de caractériser certains flux et c'est ce qui nous a permis aussi de ne pas passer certaines lignes rouges que la Commission européenne voulait nous faire franchir. Voilà. Donc, c'est très, très important de maintenir un dialogue et c'était vraiment un des éléments que je voulais rajouter juste en réaction à votre prise de parole avec les spécificités pour les transports de services publics, pour la continuité territoriale et une DCT, comme je le disais, de 33 millions d'euros. Si la dotation de continuité territoriale avait été indexée depuis 2009, normalement, ne serait-ce que par rapport à l'inflation, etc., nous aurions eu, en plus des 187 millions d'euros qui nous sont versés annuellement, à peu près donc 30 et quelques millions d'euros supplémentaires sur la dotation de continuité territoriale. Donc ça, c'est très, très important à comprendre, étant donné que vous trouvez que la vie a été stabilisée depuis 2009 avec des taux d'inflation qui sont très, très importants. Est-ce que vous trouvez que les prix de la ont été stabilisés? Est-ce que vous trouvez que le prix des produits de première nécessité que nous trouvons dans les commerces, surtout dans les commerces insulaires, sont stables? Non. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une inflation naturelle avec une tarification de dotation de continuité territoriale plus adaptée en fonction de la démographie, en sachant que depuis 2009, il y a eu donc une démographie évidemment qui a augmenté, donc un besoin des personnes qui vivent sur le sol corse, qui ont leur résidence fiscale en Corse, qui a donc changé, augmenté, avec donc un volume qui est normalement à adapter démographiquement de la même façon. Voilà, donc ça fait partie vraiment des points que je voulais
apporter en plus pour les précisions de vos différentes remarques. Non, quand je disais long fleuve tranquille, c'était par rapport à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler les choses un peu dans la dentelle, vous avez passé les écueils majeurs, vous n'êtes plus dans le rafting, quoi. Nous, on va commencer à approcher le rafting et on ne sait même pas encore où est la rivière. Donc, c'est pourquoi je disais que pour l'instant, vous êtes en train de recaler les choses, de les régler, d'exiger. Nous, on part de zéro. Voilà. Il faut bien partir d'un point, en tout cas. Et la délégation fera en sorte de baliser le circuit de rafting pour nous ramener à bon port, avec l'aide de nos amis insulaires corses. Je vais maintenant peut-être laisser la parole à nos collègues qui participent, s'ils souhaitent ou pas prendre la parole. Pardon. Oui, vas-y. Une dernière question de précision. Est-ce que la collectivité de Corse porte aussi au budget ? Par exemple, le fonctionnement de cet office, est-ce que son fonctionnement est à 100% pris en charge par cette dotation? C'est-à-dire, il y a bien un fonctionnement, il y a un directeur, il doit avoir un conseil d'administration, des moyens mis pour les contrôles et tout. Est-ce que tout ça est intégré ou est-ce que la collectivité porte un supplément? Alors, je vais vous répondre très succinctement, hein. La dotation de continuité territoriale est abondée vraiment pour couvrir l'essentiel des différentes dépenses et des différentes compensations pour l'Office des transports de la Corse que je préside depuis 2021, mais aussi les différentes compensations, comme je disais, exploitation, carburant et investissement pour la desserte, l'organisation de la desserte maritime et aérienne de la Corse. Donc, ce qui veut dire que la collectivité n'entre absolument pas en compte sur quelconque financement, ne serait-ce que le fonctionnement de l'Office des transports. Tout ça est pourvu directement et prélevé sur la dotation de continuité territoriale. Nous avons un petit office, hein, il s'agit d'une petite équipe. Donc, nous arrivons à contenir ces dépenses qui sont vraiment très, très limitées, mais ça reste vraiment la dotation de continuité territoriale qui vient subvenir à ces besoins précis. Je peux ? Oui, Marie-Laure Finira-Hors. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, n'étant pas insulaire, puisque je suis sénatrice de la Guyane, donc qui est sur un continent sud-américain, la population guyanaise se trouve confrontée aux mêmes problématiques que la Martinique. Hein, qui vous a parlé déjà de l'offre de soins qui est plutôt bancale chez nous, puisque bien souvent on évacue vers la Martinique. Et donc ça veut dire que quand même la Martinique, Catherine, vous êtes un peu en avance quand même sur nous dans ce domaine. Et moi je vais distinguer la continuité territoriale par rapport au vol transatlantique. Alors la Martinique a 3 compagnies, nous disposons de 2, Air France et Air Caraïbes, avec des coûts de billets en économie à 1 200 €. Donc mettez-vous à la place des Guyanais qui veulent se déplacer aussi bien pour étudier que pour se soigner. Et puis dire qu'on parle de continuité territoriale aussi dans l'intérieur, puisque la Guyane a des communes qui ne sont accessibles que par avion. Donc il y a Air Guyane, mais alors c'est très chaotant parce que souvent les avions sont en panne, souvent il y a des problèmes par rapport à la climatologie. Donc les habitants, par exemple de Maripasoula, de Papaïchtan, de Grand Santi, sont souvent bloqués chez eux. Alors vous imaginez, quand on parle de continuité territoriale, on parle d'économie aussi, comme vous avez parlé tout à l'heure, du coût des matières premières. Et donc voilà. Alors nous, c'était surtout pour partager puis prendre vos expériences, puisque nous, on est encore pire que la Martinique, que Saint-Martin, que Saint-Barth, que Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous sommes vraiment les dernières roues du carrosse. Et je vous assure que la population guyanaise commence à... déjà révoltés, mais de plus en plus, parce qu'on voit ce qui se passe autour de nous, et nous sommes bloqués, nous sommes encore, on va dire, entre guillemets, à terre. On est là, on ne peut pas voler, on ne peut rien faire, et c'est compliqué pour nous. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais vous faire partager, en tout cas, les difficultés de la Guyane. Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait d'autres prises de parole, donc je vais me permettre, si vous le voulez bien, de conclure cet échange en vous remerciant toutes et tous de la qualité de vos propos, et vous dire qu'en France, on est souvent, et en tout cas, quelle que soit la couleur du gouvernement, favorable à l'expérimentation.
Je peux vous dire que l'expérimentation Corse et l'expérience que vous avez du dispositif que vous avez mis en place peut être une source d'inspiration pour le gouvernement s'il souhaite vraiment réformer en profondeur la notion de continuité territoriale. Et on peut dire, moi je suis assez admiratif de ce que vous avez fait en Corse avec le gouvernement, et qui me renvoie d'ailleurs à ce que fait le Canada souvent avec certains de ces territoires où la continuité est poussée à l'extrême et où nos compatriotes, ou les compatriotes canadiens ont vraiment le sentiment que l'État prend en considération les notions d'éloignement et de double insularité, bien souvent, et ce qu'a rappelé notamment ma collègue de Guyane, même si elle est continentale, mais elle vit, entre guillemets, une double fracture de continuité territoriale. Et donc, nous ne manquerons pas, évidemment, de nous inspirer de ce que vous faites et de suivre avec beaucoup d'intérêt les travaux que vous menez. Je ne doute pas que la délégation saura également s'en inspirer. Les rapporteurs sont déjà... tous ont joué à l'idée de pouvoir creuser plus avant dans le cadre de ce rapport. Et puis, étant précisé que le gouvernement va proposer d'ici la fin du premier trimestre, vraisemblablement, une évolution du dispositif de continuité territoriale ultramarin. Et donc, c'est pour nous l'occasion peut-être de questionner le gouvernement également sur cette différenciation qu'il est capable d'opérer avec une prise en considération des thématiques ultramarines. En tout cas, merci beaucoup des apports très riches que vous avez bien voulu nous faire, et nous sommes évidemment preneurs de vos contributions écrites au regard des questionnaires qui vous ont été adressés et de toute autre contribution que vous jugerez utile pour éclairer notre rapport. Merci beaucoup et bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci à tous, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir, merci.